Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est parti, on est sur le bac 2023 et donc on est avec le sujet Polynésie, l'exercice 4 qui porte sur les suites et sur des fonctions. C'est un exercice qui honnêtement est pas si simple. Il y a des questions à la fin qui demandent de réfléchir. Alors d'ailleurs, je vous propose une solution, celle à laquelle je pense au moment où je corrige. Alors il y a peut-être d'autres solutions, je vous encourage si vous voulez les mettre en commentaire, si vous en voyez d'autres. Allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, les solutions que je vous donne ici, normalement, fonctionnent. Donc c'est une version possible. Allez, on y va. Alors, on a une suite U qui est définie par U0 égale moins 1 et pourtant tout entier naturel n. On a une formule de récurrence, ici un plus 1 égale 0,9 un moins 0,3. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien, on a cette formule explicite qui est vraie. Donc un égale 2 fois 0,9 puissance n moins 3. On se lance. Donc j'écris la phrase qui explique ce que je vais faire. Je vais montrer par récurrence que la propriété Pn, eh bien, qui est que un est égal à 2 fois 0,9 puissance n moins 3, eh bien, est vraie pour tout n appartenant à grand n, comme ça m'est demandé dans l'énoncé. Donc j'ai créé ici une propriété, une proposition, et pour laquelle je dois vérifier si elle est vraie ou fausse pour n'importe quel n appartenant à grand n. La première étape dans un raisonnement par récurrence, c'est de vérifier que la propriété est vraie au rang ici 0, puisque n égale 0 est autorisé. Donc ça, on appelle ça l'initialisation. Donc je me marque sur un brouillon ce que c'est que cette propriété P0 dont je vais montrer qu'elle est vraie. Eh bien, c'est que donc je remplace tous les n par des 0, donc j'obtiens que U0 eh bien, doit être égal à 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Voilà, la question c'est est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Alors puissance n, non, puissance 0. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Alors je vous rappelle que U0, eh bien, l'énoncé nous a dit qu'U0 est égal à moins 1. Donc, en réalité, je sais que U0 vaut moins 1. Donc, la question, c'est est-ce que ce calcul-là est égal à moins 1? Alors, je vais commencer par dire, voilà, que j'ai remarqué d'après l'énoncé que U0 était égal à moins 1. Et que d'autre part, eh bien, si je fais ce calcul ici, 2 fois 0,9 à la puissance 0 moins 3, c'est égal à... Alors, 0,9 puissance 0 est égal à 1. Donc, ça fait 2 fois 1 moins 3, ce qui est égal à moins 1. Donc ça veut dire que U0 ou ce calcul, eh bien, c'est deux nombres qui sont égaux. Donc je peux conclure que U0 est bien égal à 2 fois 0,9 puissance 0 moins 3, ce qui veut dire que finalement, la propriété P0 est vraie, ou on peut dire aussi vérifiée. Voilà pour l'initialisation. Donc j'efface ça qui est censé être simplement sur mon brouillon. On passe à la deuxième étape du raisonnement par récurrence qui est l'hérédité. C'est-à-dire qu'une propriété Pn entraîne une propriété Pn plus 1. On y va pour l'hérédité. Alors je vais choisir un n complètement au hasard. Alors ça, je vais le signifier en disant soit n appartenant à grand N. Et je vais supposer que la propriété, la proposition ici, eh bien, est vraie pour ce n là, donc j'écris, eh bien, supposons que Pn, donc je l'ai remarqué ici pour l'avoir sous les yeux, est vrai. Je veux montrer que la propriété Pn plus 1 est vraie également. Donc, montrons que Pn plus 1, alors, on va l'écrire ensemble, Pn plus 1, c'est la propriété Pn où les n ont été remplacés par des n plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un, je vais avoir un plus 1 égale 2 fois 0,9 à la puissance n plus 1 moins 3. Donc, montrons que Pn plus 1 est encore vrai. Est vrai, tout simplement. Voilà. Donc, je vais voir ça. Comment, partant de cette propriété-là, j'arrive à prouver qu'obligatoirement, si celle-là est vraie, celle-là est également vraie. Alors, je vais effacer un petit peu, j'ai besoin de place. Donc, je vais effacer ici pour pouvoir continuer. Donc, je reprends, j'écris ici, mais ça doit venir à la suite ici de l'hérédité. Donc, je pars de mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que j'ai supposé que pour le n choisi, eh bien, un est bien égal à 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3. Voilà. Et donc, je veux en déduire que un plus 1 est forcément égal à 2 fois 0,9 puissance n plus 1 moins 3. Alors, la question, c'est comment je peux obtenir à partir de un plus 1. Et là, je vous invite à re-regarder dans votre énoncé
au début de l'énoncé, on nous donnait la formule de récurrence de la suite U. On nous disait qu'un plus 1, c'était 0,9 un moins 0,3. Donc, eh bien, on va se lancer là-dedans. On part ici sur reconstruire le fait que un plus 1 est égal à 0,9 un moins 0,3. Donc, ça veut dire que un, pour obtenir un plus 1, donc un, il faut d'abord que je le multiplie par 0,9. Ça me donnera 0,9 un. Et ensuite, il faudra que je retire 0,3 pour bien obtenir un plus 1. Donc, je vais appliquer cette reconstruction ici. Un vaut ça. Donc, si je multiplie d'abord par 0,9, ça donne que 0,9 un est égal à 0,9 fois eh bien, toute cette expression-là. Donc, 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Alors là, si ça me fait plaisir, je peux développer peut-être un petit peu. Donc, 0,9 un est égal à 0,9 fois 2 fois 0,9 puissance n moins 0,9 fois 3, ce qui vaut du coup eh bien 2,7. Hop. Et donc, j'en suis là. Alors, pour l'instant, je vais effacer ça, qui me prend un petit peu de place. Et là, je vais me poser la question. Alors, où est-ce que je souhaite arriver? Je souhaite arriver à ça, au fait que n plus 1 est égal à 2 fois 0,9 puissance n plus 1 moins 3. Alors là, il faut que je fasse très attention. Quand je vais appliquer ce calcul, 0,9 fois 2 fois 0,9 puissance n, il ne faut surtout pas que j'applique 0,9 fois 2. Si vous faites 0,9 fois 2, vous allez voir 1,8 comme résultat, mais votre 0,9 va rester à la puissance n. Alors que si vous voyez ce calcul comme 0,9 fois 0,9 à la puissance n, et que le résultat de 0,9 fois 0,9 à la puissance n, vous le multipliez par 2, et bien là, vous allez avoir 0,9 fois 0,9 à la puissance n qui vous donne bien les 0,9 à la puissance n plus 1. Donc attention, si vous faites 0,9 fois 2, vous ne pourrez plus jamais faire apparaître la puissance n plus 1. Donc ça, c'est un petit piège, il ne faut pas tomber dedans. Donc on peut dire que 0,9 un est égal à 2 fois 0,9 fois 0,9 puissance n, c'est-à-dire 0,9 puissance n plus 1. Et il y a toujours le moins 2,7 qui est derrière. Ici, c'est 0,9, bien sûr. J'ai dit 0,9, j'ai noté 0,7. Donc, c'est 0,9. Quand on en est là, on continue à reconstruire. Je vous rappelle que pour obtenir un plus 1, eh bien, il faut encore retirer 0,3. Donc, on va retirer 0,3 des deux côtés. Donc, 0,9 un, je retire 0,3, doit être égal à 2 fois 0,9 puissance n plus 1, moins 2,7, moins 0,3. Je me permets enfin d'effacer ici, parce que ici, je vais voir que j'obtiens ça. Alors, bon, j'écris encore une petite ligne. Donc, ici, j'ai retrouvé l'expression de un plus 1. Et là, j'obtiens 2 fois 0,9 puissance n plus 1. Et moins 2,7 moins 0,3, eh bien, j'obtiens moins 3. Donc, vous voyez, j'ai bien réussi à montrer que n plus 1 était égal à 2 fois 0,9 puissance n plus 1, moins 3. Donc, eh bien, ça, c'est réglé. Ça veut dire que j'ai démontré que si Pn est vrai, eh bien, Pn plus 1 est également vrai. J'efface ici pour écrire ma conclusion. Donc, on a une propriété qui a été initialisée et en plus qui est héréditaire, c'est-à-dire que quand elle est vraie pour un n, elle est obligatoirement vraie pour le suivant. On a donc une propriété qui va être vraie pour tout entier naturel. Donc, conclusion, vous pouvez conclure que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est bien égal à 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3. Ce qui revient à dire que pour tout n appartenant à grand N, la propriété Pn est vraie. On passe donc ça c'était la question 1A, on passe donc à la question 1B. Alors la question 1B est la suivante, en déduire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien un est compris entre moins 3 et moins 1. Donc voilà, on a cet encadrement ici à démontrer. Et comme on nous dit en déduire que, eh bien ça va très certainement provenir de ce qu'on a
montré juste avant. Donc on va réécrire ce qu'on a montré juste avant et on va se poser la question de pourquoi est-ce que UN serait compris entre moins 3 et moins 1. Donc on a montré dans la question précédente que pour tout n, UN est égal à 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Et le but, c'est de montrer que du coup, pour tout n, UN est encadré par moins 3 et moins 1. Voilà. Alors, faut démontrer ça. Faites attention, ici, il y a un strict. Là, il y a un ou égal. Alors, on se pose la question, pourquoi? Alors, déjà, pourquoi est-ce que ce serait plus grand que moins 3? Alors, en observant ici, on se rend compte que, eh bien, UN, c'est moins 3 plus quelque chose. Plus quelque chose de positif, puisque 2 fois 0,9 puissance n, comme 2 est positif et que 0,9 est positif, on multiplie que les choses positives, le résultat va être positif. Donc, UN, ça va être un nombre positif ajouté à moins 3. Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, UN va être supérieur à moins 3. Alors, pourquoi strictement? Très certainement parce que le nombre qu'on rajoute à moins 3 ne peut jamais être égal à 0. Donc ça, il va falloir l'expliquer. Et ensuite, moins 1, eh bien, moins 1, tout simplement, on va dire que finalement, pour être supérieur à moins 1, il faudrait que le nombre qu'on a rajouté à moins 3 soit plus grand que 2. Et on va réussir à montrer que ce nombre-là est forcément plus petit que 2, puisque eh bien, c'est 2 qui est multiplié par un nombre compris entre 0 et 1. Voilà, donc il y a quand même des petites choses à dire ici. On va regarder ça ensemble. Donc soit vous expliquez comme je viens de le faire, en disant voilà, il y a moins 3, on rajoute quelque chose, etc. Ce qui peut être un petit peu long, un petit peu fastidieux. Sinon, vous vous rendez compte que tout provient en fait du 0,9 puissance n qu'il faudrait encadrer. En effet, vous avez 0,9 qui est un nombre entre 0 et 1. Et donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un nombre qui est entre 0 et 1, vous pouvez le multiplier par lui-même, eh bien, il reste entre 0 et 1. Donc, ça veut dire que 0,9 à la puissance n est en fait compris entre 0 et 1, à ceci près que, attention, si n vaut 0, eh bien, 0,9 puissance 0, c'est égal à 1. Donc, ici, on rajoute un ou égal. Ensuite, on va reconstruire, donc on remultiplie par 2, donc on doit multiplier tous les membres de l'inégalité ici par 2. Donc ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien si on multiplie par 2, ça fait 2 fois 0, ce qui donne 0, et plus petit que 2 fois 0,9 à la puissance n, qui est lui-même plus petit que 2 fois 1. Quand vous multipliez par un nombre positif, vous ne changez pas le sens des inégalités. Donc finalement, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, on vient déjà de prouver que 0 était plus petit que 2 fois 0,9 à la puissance n, qui est plus petit que 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Je vous rappelle que le but, c'est de montrer que UN est entre moins 3 et moins 1. Là, on s'aperçoit que pour reconstruire UN, eh bien, il ne reste plus qu'à retirer 3. Donc, si je veux retirer 3 dans le membre du milieu, pour que l'inégalité reste vraie, il faut que je retire 3 aussi à gauche et à droite. Donc, finalement, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, on n'a que 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3, est plus petit que 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3, qui est plus petit que 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc, vous voyez, on a exactement démontré ce qu'on voulait, c'est-à-dire que donc, pour tout n appartenant à grand N, UN est compris entre moins 3 et moins 1. Voilà, donc ça, à mon sens, c'est la méthode la plus jolie de rédiger les choses. Après, si vous vous en sortez par des arguments, comme on a expliqué, des arguments un peu d'intuition, comme on a expliqué au début, en disant, il y a moins 3, on rajoute un nombre positif, donc forcément, c'est plus grand que moins 3, etc., etc., ça doit fonctionner aussi à partir du moment où vous l'exprimez correctement. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la question 1C, démontrer que la suite U est strictement décroissante. Alors, pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Donc là, on va se concentrer plutôt sur décroissante puisque ça nous a été annoncé dans l'énoncé. Pour montrer qu'une suite est décroissante, il y a plusieurs méthodes. Il y en a principalement deux qu'il faut avoir en tête et qui servent le jour du baccalauréat.
La première, c'est de calculer, pour tout n appartenant à grand N, c'est de calculer la différence entre deux termes. Si vous arrivez à prouver que cette différence est négative, eh bien ça veut dire que un plus 1 est plus petit que un et que donc la suite est décroissante. La deuxième méthode qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment les deux grosses méthodes qu'il faut avoir en tête, c'est la récurrence. Vous posez la propriété Pn qui est que un plus 1 est plus petit que un. Voilà. Alors, ici, les deux sont faisables, très clairement, sauf que la récurrence, j'en ai déjà fait une en 1A, elle se déroulerait exactement de la même manière, c'est-à-dire que donc l'initialisation, il faudrait vérifier que U1 est plus petit que U0, ça peut se trouver en calculant U1. Vous avez déjà U0. Et ensuite, l'hérédité, ce serait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on partirait de ça et on reconstruirait pour obtenir à gauche un plus 2 et à droite un plus 1. Donc je ne vais pas me concentrer là-dessus. Si vous voulez des récurrences comme ça, il y en a dans d'autres vidéos. Je vais plutôt regarder du coup cette méthode-là qui du coup va nécessiter un tout petit peu de calcul. Alors pour tout n appartenant à grand N, eh bien, je vais calculer un plus 1 moins un. Alors là, il va y avoir deux méthodes possibles. Donc je vais faire les deux parce que suivant la manière dont vous représentez les choses, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. La première méthode, ça va être d'utiliser la formule de récurrence de la suite. La formule de récurrence, je vous rappelle, c'est celle du départ, c'est que un plus 1, c'est 0,9 un moins 0,3. La deuxième, ce sera d'utiliser la formule explicite, celle qui dit que pour tout n appartenant à grand N, un vaut 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Voilà. Donc je vais vous faire les deux. La première, du coup, en utilisant la formule de récurrence. Eh bien, en utilisant la formule de récurrence, je vais donc remplacer un plus 1 par son expression en fonction de un. Donc ça me donne 0,9 fois un moins 0,3. Donc j'ai simplement recopié l'énoncé et je retire un. J'arrive donc à 0,9 un moins 1 un. Donc, si je fais le calcul, ça fait moins 0,1 un moins 0,3. Et là, je me demande, pourquoi est-ce que ce truc-là serait négatif, Eh bien, ce nombre-là est négatif, très certainement à cause de un qui n'est pas n'importe comment. On a montré dans la question précédente que un était compris entre moins 3 et moins 1. Donc, je vais essayer de me servir de ça. Je vais dire... Or, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est en fait compris entre moins 3 et moins 1. Donc, si je multiplie par moins 0,1, je vais obtenir que moins 0,1 fois moins 3, alors attention, je multiplie par un nombre négatif, donc je change les sens, c'est plus grand que moins 0,1 fois un, qui est plus grand que moins 0,1 fois moins 1. Donc, si je calcule ça, donc moins 0,1 fois moins 3, c'est égal à 3. Ça va être plus grand que moins 0,1 un, qui va être plus grand que moins 0,1 fois moins 1. Donc ça donne tout simplement 0,1. Alors pardon, moins 0,1 fois moins 3, ça donne 0,3 et pas juste 3. Donc 0,3. Voilà. Et donc, quand j'en suis là, je me pose la question. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ce nombre est positif ou négatif. Donc, je continue à reconstruire. J'ai reconstruit ça. Je retire maintenant 0,3. Et donc, j'obtiens 0,3 moins 0,3, donc 0. Quand je retire un même nombre dans tous les membres d'une inégalité, je ne change pas le sens. Ici, j'obtiens moins 0,1 un moins 0,3. Et là, j'obtiens 0,1 moins 0,3 qui fait moins 0,2. J'ai donc obtenu que ce nombre-là qui correspond à un plus 1 moins un, eh bien en fait, il est tout simplement négatif. Alors il est aussi supérieur à moins 0,2, mais moi dans cette question, je m'en moque un petit peu, donc j'écris que ce qui me sert, c'est le fait qu'il est négatif, qui me dit que du coup, ça c'est négatif, et donc la suite U est décroissante. Donc, la suite U est décroissante.
C'est ce qu'on me demandait de montrer. Voilà, ça c'est la méthode avec la formule de récurrence. Je vais faire la méthode maintenant avec la formule explicite. Donc pour la méthode avec la formule explicite, je me rappelle qu'à la question 1a, j'ai démontré que pour tout n, un c'était 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3. Bon. Ce qui veut dire que un plus 1, eh bien, je peux appliquer la même formule en remplaçant n par n plus 1. Donc c'est égal à 2 fois 0,9 à la puissance n plus 1 moins 3. Donc ça c'est un plus 1. Et donc il faut que je retire un. Et un c'est 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3. Donc finalement, ça me donne 2 fois 0,9 puissance n plus 1 moins 3 moins 2 fois 0,9 à la puissance n et moins 3, donc plus 3. Moins 3 plus 3, cela s'annule. J'obtiens donc 2 fois 0,9 à la puissance n plus 1 moins 2 fois 0,9 à la puissance n. Et là, je vais pouvoir commencer à factoriser dans le but toujours de savoir si c'est positif ou négatif. Alors là, vous pourriez dire, ah bah oui, mais là, ici, la puissance est plus grande, donc lui va être plus petit, etc. Oui, ok, mais la méthode la plus noble, c'est de factoriser. Alors, en facteur, qu'est-ce qu'il y a en commun? Eh bien, il y a 2. Et puis, il y a aussi 0,9 à la puissance n. Parce qu'en fait, 0,9 puissance n plus 1, on l'a déjà vu dans les questions précédentes, mais vous pouvez le voir comme étant 0,9 puissance n fois 0,9. Et dans ce cas-là, là, on a bien fait apparaître 2 fois 0,9 à la puissance n dans les deux facteurs, dans les deux termes, pardon. Donc, on l'a ici et ici. On peut mettre en facteur. Ça donne donc 2 fois 0,9 à la puissance n, facteur 2. Donc, il nous reste 0,9 pour le premier terme. Et ici, moins. Donc, si vous ne voyez rien, c'est que ça, vous l'aviez moins une fois. Donc, du coup, moins 1. Ce qui est égal à, du coup, donc 0,9 moins 1, ça donne moins 0,1. Moins 0,1 qui est multiplié par 2, je vous rappelle. Donc, ça va faire moins 0,2. Hop. Donc, moins 0,2 fois 0,9 à la puissance n. Et donc, le but est toujours de trouver le signe. Eh bien, le signe, vous avez une multiplication, un produit, entre un nombre négatif et un nombre positif, ce qui veut dire que le produit sera négatif et donc que la suite sera décroissante. On rédige ça, on va dire, donc là on peut répéter la dernière ligne. Donc on va dire, or, pour tout n appartenant à grand N, 0,9 puissance n est strictement positif et moins 0,2 est strictement négatif. Donc, quand je les multiplie, donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien, moins 0,2 fois 0,9 à la puissance n, c'est négatif. J'en conclus donc que un plus 1 moins un, eh bien, c'est négatif pour tout n. Donc, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un est négatif. Et donc, si un plus 1 moins un est négatif, eh bien, vous pouvez en conclure que la suite est décroissante. Alors, je l'écris ici sur le côté. Le mieux, c'est de l'écrire en dessous, mais là, j'ai plus de place. Hop, donc je l'écris ici. Voilà pour cette deuxième méthode qui fait intervenir la formule explicite. Les deux sont corrects. Il n'y en a pas une à préférer à l'autre. Pas de souci là-dessus. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la question 1D. Démontrer que la suite U converge et préciser sa limite. Alors, pour montrer que la suite U converge, on a montré dans les questions précédentes des choses qui étaient que U était décroissante et que U était bornée et en particulier minorée. Or, vous savez que toute suite décroissante et minorée convergent. Alors, vous pourriez justifier comme ça que la suite U converge. Mais en réalité,
Ce théorème-là, ici, on va pouvoir s'en passer, même si avant on a démontré tout ce qu'il fallait pour ne pas s'en passer. Eh bien, on va s'en passer puisqu'on est capable de calculer directement la limite de la suite U, puisque vous avez la formule explicite. Quand vous avez une formule explicite et que vous êtes capable avec cette formule explicite de déterminer la limite, eh bien, c'est bien plus puissant que le théorème que vous avez avant. C'est-à-dire que si vous prouvez qu'il y a une limite, enfin, si vous trouvez la limite, ça prouve que la suite convergeait. Donc, pas besoin de réciter le théorème avant que je vous ai dit là. C'est juste pour rappel. Mais comme on a la formule explicite et que la limite est calculable, on va directement calculer la limite. Ça nous prouvera que la suite converge bien. Donc, on réécrit la formule qui définit notre suite. Pour tout n appartenant à grand N, UN égale 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3. À partir de là, du coup, on s'interroge. Alors ici, on voit qu'on a 0,9 à la puissance n. On sait que quand dans une puissance ici, eh bien, on a un nombre compris entre moins 1 et 1 strictement, eh bien, la limite tend vers 0. Donc, on va commencer par dire ça. On va dire que 0,9 est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,9 à la puissance n, elle est égale à 0. Il faut absolument mettre ça. En général, dans les barèmes de bac, si vous ne le mettez pas, vous perdez 0,25. Donc, eh bien, si on multiplie par 2, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 fois 0,9 à la puissance n, eh bien, ça va être 2 fois la limite de 0,9 à la puissance n, c'est-à-dire 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3 est égale à moins 3. Donc, ça veut dire que finalement, eh bien, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à moins 3. Voilà, donc on a trouvé vers quoi converger la suite U. Donc, pas besoin de justifier qu'elle converge puisqu'on vient de le faire en déterminant tout de suite la limite. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, on va retomber sur de l'analyse de fonctions. Donc, on se propose d'étudier la fonction g définie sur moins 3 moins 1 par g de x qui vaut ça. Justifier toutes les informations données par le tableau de variation de la fonction g. Donc, il faut expliquer les limites, les variations et l'image de moins 1. Alors, le tableau de variation de g, le voilà. Donc, on nous a dit qu'il faut expliquer les limites, les variations et l'image de moins 1. OK. Donc, on va faire ce qu'ils nous disent. Donc, limite, c'est que là, hein, moins 1 a une vraie image, puisque moins 1 est dans l'ensemble de définition de la fonction g. Donc, ça, pas de problème. Et donc, limite, image de moins 1 et variation. C'est parti. On va peut-être commencer par la limite. Allez. Donc ça va être la limite du coup en moins 3. Donc il va falloir justifier que la limite en moins 3 est égale à moins l'infini. Alors premier réflexe à avoir lorsque vous avez une limite à calculer, eh bien, c'est d'essayer de faire ça un petit peu à vue, sans rédiger forcément au départ. Et donc se poser la question, lorsque x tend vers moins 3 avec des valeurs supérieures à moins 3, eh bien 0,5x va tendre vers moins 1,5 avec des valeurs supérieures à moins 1,5. Et donc, moins 0,5x plus 1,5 va tendre vers moins 1,5 plus 1,5, donc va tendre vers 0. Le logarithme va donc tendre vers moins l'infini, puisque le logarithme tend vers moins l'infini lorsque ce qu'il y a dedans tend vers 0. Donc, le logarithme va tendre vers moins l'infini. Moins x, si x tend vers moins 3, moins x va tendre vers 3. Et donc, finalement, il n'y a pas de forme indéterminée là-dedans. Vous avez quelque chose qui tend vers moins l'infini, additionné à quelque chose qui tend vers 3. Donc, le tout va tendre vers moins l'infini. Donc, on peut se lancer dans la rédaction. Alors, la limite, quand x tend vers moins 3 de 0,5x, c'est égal à moins 1,5. Alors, si on veut être très très précis, on peut rajouter x est supérieur à moins 3
et que du coup on tend vers moins 1,5 par des valeurs supérieures, on peut le signaler avec un petit plus. Du coup, ça entraîne que la limite, quand x tend vers moins 3, de 0,5x plus 1,5, eh bien ça c'est quelque chose qui va tendre vers 0. Mais alors, comme lui tendait vers moins 1,5 avec des valeurs plus grandes que moins 1,5, en fait, ça veut dire que vous additionnez des choses un petit peu plus supérieures à moins 1,5 à 1,5, donc on va tendre vers 0, mais avec des valeurs plutôt positives, lorsque x est supérieur à moins 3. Encore une fois, si vous ne mettez pas les lignes ici, un jour de bac, ça passe, hein, et donc ça veut dire que vous ne mettez pas les signes, vous mettez juste les conclusions comme je suis en train de les écrire. Or, alors maintenant on va parler d'une limite qui est dans votre cours. Or, la limite de ln de quelque chose, donc d'un grand x, quand ce grand x tend vers 0 avec des valeurs positives bien entendu, sinon le logarithme n'existe pas, eh bien c'est égal à moins l'infini. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du logarithme, vous avez ça qui tend vers 0 par des valeurs supérieures, donc c'est exactement ça. Et donc vous êtes dans cette situation où dans le logarithme, eh bien, vous avez quelque chose qui tend vers 0 par des valeurs supérieures à 0. Donc ça va s'appliquer. Donc, par composition, eh bien, vous avez que la limite quand x tend vers moins 3 avec des valeurs supérieures à moins 3 de ln de 0,5x plus 1,5, eh bien, ça va être égal à moins l'infini. Ensuite, on va parler de la limite de moins x. Donc 2 plus la limite de moins x quand x tend vers moins 3, donc quel que soit, que ce soit plus petit ou plus grand, de toute façon, hein, pour moins x, la limite, eh bien, donc vous pouvez encore mettre si vous voulez, hop, la limite c'est égal à 3, à cause du moins. Et donc, par somme, eh bien, vous avez que la limite, quand x tend vers moins 3, avec des valeurs supérieures à moins 3, eh bien, de finalement g de x, hein, donc ça plus ça, donc de g de x, eh bien, c'est égal à moins l'infini. Et donc, si vous regardez dans votre tableau de variation qui est donné dans l'énoncé, eh bien, c'est exactement ce qu'on vous demandait de montrer. Donc, voilà pour la limite. On passe maintenant au sens de variation. Donc, on est toujours dans la question de A. Pour le sens de variation, eh bien, la méthode, c'est de calculer la dérivée de cette fonction g et ensuite d'étudier le signe de la dérivée pour trouver les variations de g. Alors, tout d'abord, on pourrait dire que g est dérivable en tant que composé de fonctions dérivables et somme de fonctions dérivables. Donc, on a une composée d'une fonction affine avec le logarithme, donc ça c'est dérivable, et on ajoute moins x qui est dérivable, donc le tout est dérivable sur l'ensemble de définitions. Voilà, donc pas besoin de préciser tout ça, un jour de bac, il n'y a pas de point de barème là-dessus. Si vous pouvez mettre une petite phrase, vous le faites, sinon pas de problème. Alors ici, ce n'était pas admis dans l'énoncé que g est dérivable, donc mettre une petite phrase, ça peut aussi faire son petit effet. Du coup, on calcule. Alors, pour calculer, on fait attention. Ici, on va avoir du ln d'une fonction u. Alors, donc on va quand même mettre g est dérivable sans justifier plus que ça, est dérivable sur moins 3, moins 1. Et donc, pour tout x appartenant à moins 3, moins 1, eh bien g' de x est égal à. Alors, quand on dérive des fonctions, on repère l'opération principale. Ici, l'opération principale est une soustraction. Lorsqu'on doit dériver une soustraction, eh bien, on dérive chacune des fonctions dans notre tête séparément, et puis à la fin, on soustrait les deux dérivées qu'on a trouvées. Pour celle-là, ici, pour ce terme ici, eh bien, on se rend compte qu'on est sous la forme ln d'une fonction u.
Alors, pas la peine de tout préciser à fond, hein. Vous pouvez directement dériver lorsque c'est aussi simple que ça. Donc, la dérivée de ln de u, je vous rappelle que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, il faut la dérivée de ce qu'il y avait dans le ln. Donc, 0,5x plus 1,5, la dérivée, c'est 0,5. Et divisé par u, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans le ln. Donc, 0,5x plus 1,5. On n'oublie pas qu'il y avait moins x aussi à dériver, ce qui va nous donner moins 1. Alors, pour étudier le signe de ce genre d'expression, alors il y a plusieurs méthodes, hein, mais vraiment la plus classique et celle qui vous amènera au bon résultat le plus souvent, ça va être de mettre au même dénominateur. Donc, on va obtenir sur 0,5x plus 1,5, eh bien, on va avoir donc 0,5 moins, et donc 1, si on doit le mettre au même dénominateur, on va devoir le multiplier par 0,5x plus 1,5. Ce qui nous donne du coup, comme expression pour g', 0,5 moins 1 fois 0,5x, donc moins 0,5x, et moins 1 fois 1,5, donc moins 1,5, le tout sur 0,5x plus 1,5. Et donc, on a moins 0,5x et 0,5 moins 1,5, donc moins 1, sur 0,5x plus 1,5. Et il va falloir se débrouiller pour trouver le signe de cette expression. Sauf que, cette fois-ci, c'est plus sous la forme d'une soustraction. Hein. Ici, c'est sous la forme d'un quotient. Donc, pour trouver le signe, on va étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Alors, je vais effacer ça. Je vais me réécrire quand même l'expression de g' quelque part. Et puis, je vais étudier le signe à l'aide d'un tableau de signes. Du coup, on a deux expressions de fonctions affines au numérateur et au dénominateur. Donc, il va falloir étudier ça. Je trace mon tableau de signes. Voilà, j'ai tout préparé. Alors, quand on en est là, donc j'ai mis une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, une ligne pour du coup le quotient, et de cette ligne, j'ai déduit les variations de g. Pour le signe de la première ligne, alors le mieux, hein, c'est de... Alors déjà ici, première chose, moins 3 est exclu, donc c'est une valeur interdite. On va mettre une double barre. Ensuite, on va étudier le signe de moins 0,5x moins 1. Alors pour faire ça, hein, on se met sur le côté du tableau, ou en dessous, ou au-dessus, et on essaie de résoudre moins 0,5x moins 1 supérieur à 0. Ça, c'est équivalent à dire que moins 0,5x est supérieur à 1. Pardon, j'ai oublié le x. Est supérieur à 1. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Ce qui est équivalent à dire que x est inférieur, puisque je divise par un nombre négatif, à 1 sur 0,5, ce qui vaut en réalité 2. Pardon, 1 sur moins 0,5, qui vaut en réalité du coup moins 2. Je vais m'en sortir. Hop. Ensuite, je peux résoudre, eh bien, aussi pour savoir quand est-ce que ça vaut 0. Donc, moins 1 égale 0. C'est équivalent à dire que, eh bien, moins 0,5x égale 1. Et donc, x est égal à 1 sur moins 0,5, ce qui vaut moins 2. Voilà, donc si j'ai déterminé quand est-ce que cette expression valait 0 et quand est-ce qu'elle était strictement positive, je sais que le résultat sera strictement négatif. Ensuite, je vais m'intéresser à la suivante. 0,5x plus 1,5. Je veux savoir quand est-ce que c'est positif, strictement. Donc c'est quand 0,5x est strictement plus grand qu'1,5. Et c'est quand x est strictement plus grand que 1,5 divisé par 0,5 qui est positif pour le coup, donc je ne change pas le sens, et qui donne 3, quand x est supérieur à 3. Alors décidément, je vais faire des erreurs de signe jusqu'au bout. Ici, donc, ça me donnait moins 1,5, et donc c'est quand x est supérieur à
moins 1,5 divisé par 0,5, c'est-à-dire moins 3. Je vais y arriver. Et enfin, ici, je vais résoudre quand 0,5x plus 1,5 égale 0, ce qui est équivalent à dire que 0,5x est égal à moins 1,5. Je décale. Et donc, c'est équivalent à dire que x est égal à moins 3. Voilà. Alors là, pour le coup, j'ai tout bien détaillé. Donc là, on ne peut rien me reprocher. Je peux remplir mes lignes tranquillement. Les valeurs importantes ici dans mes lignes, il y a moins 3 qui est déjà placé, mais il y a également moins 2. Moins 2 qui est bien dans mon tableau ici. Moins 2 qui est une valeur présente pour moins 0,5x moins 1 qui s'annule en moins 2. Je l'ai prouvé là. Si x vaut moins 2, moins 0,5x moins 1 vaut 0. Ensuite, j'ai prouvé que quand x est plus petit que moins 2, c'est-à-dire dans cette case-là, eh bien, moins 0,5x moins 1 était plus grand que 0, donc positif, ce qui sous-entend que du coup, il sera négatif sinon. Et là, j'ai prouvé que quand x est plus grand que moins 3, eh bien, moins 0,5x plus 1,5 est plus grand que 0, donc est positif. Donc, quand x est plus grand que moins 3, c'est-à-dire tout le temps pour nous, eh bien, cette expression-là est positive. Donc, finalement, quand je fais le quotient de ces deux expressions, eh bien, j'obtiens un nombre, si x est entre moins 3 et moins 2, le numérateur me donne un résultat positif, le dénominateur aussi, donc la fraction sera positive. En moins 2, le numérateur vaut 0, le dénominateur est positif, donc si le numérateur vaut 0, de toute façon, la fraction sera égale à 0. Et si x est entre moins 2 et 1, le numérateur est négatif, le dénominateur est positif, donc la fraction sera négative. Et donc, on peut compléter le sens de variation de g, qui va être du coup que g est croissante sur moins 3, moins 2, et décroissante sur moins 2, 1. Si je complète déjà ce que j'ai que la limite, eh bien, c'est moins l'infini en moins 3. Ici, dans l'énoncé, souvenez-vous, ils avaient écrit g de moins 2, donc je ne vais pas m'embêter. Ils ne m'avaient pas demandé de justifier ça. Par contre, ils m'avaient demandé de justifier eh bien, l'image de moins 1. Alors, le calcul de l'image de moins 1, je vais le faire sur le côté. Je vais effacer ici, parce que ça, je vous rappelle, c'est censé être en dessous de mon tableau. Donc, je peux à nouveau mettre le calcul de l'image de moins 1. Pardon. Ici, c'est moins 1 depuis le début. Donc, voilà. On y va pour le calcul. Alors, pour l'image de moins 1, eh bien, je vais calculer g de moins 1. Alors, pour calculer g de moins 1, je vais reprendre l'expression de la fonction g. Je vous rappelle que l'expression de la fonction g, vous l'avez dans l'énoncé, c'est ln de 0,5x plus 1,5 moins x. Donc, je vais utiliser cette expression. Voilà, donc j'ai remplacé x par moins 1, donc ça faisait ln de 0,5 fois moins 1 plus 1,5 moins x, donc ici moins 1. Ce qui nous donne ln de 0,5 fois moins 1, donc ça fait moins 0,5 plus 1,5 plus 1. Ce qui donne ln de 1 plus 1. ln de 1, c'est 0, donc ça donne 0 plus 1, et donc c'est égal à 1. Donc finalement, g de moins 1 est égal à 1, donc je peux remplacer l'image ici. Alors, hop, j'entoure bien en rouge ce qu'on a corrigé. Ici, c'était moins 1 à cause du moins 1 qui était là. Voilà. Je remettrai peut-être en commentaire, du coup, cette petite erreur. Pas que vous soyez trop déstabilisé si au début, vous remarquez que c'est 1 que j'ai marqué et qu'en fait, c'était moins 1 qu'il fallait marquer. On passe à la question suivante. Alors, dans la question 2b, c'est en déduire que l'équation g de x égale 0 a exactement une solution que l'on notera alpha et dont on donnera un encadrement d'amplitude 10 moins 3. Voilà. Donc, en déduire de ce tableau de variation. Donc, je vais commencer par refaire ce tableau de variation et puis on va expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, on a refait notre tableau de variation et donc on nous demande de prouver que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur moins 3 moins 1. Alors, donc ça, très clairement, quand vous avez un tableau de variation et qu'on vous demande ça, alors soit vous pouvez résoudre l'équation g de x égale 0 directement, mais là, ça va être compliqué parce que cette équation, ça serait que ln de 0,5x
plus 1,5 moins x égale 0. Et dès que vous avez du x qui est à l'intérieur du ln et du x qui est à l'extérieur, bien souvent, sauf factorisation possible, eh bien, on ne sait pas faire. Et donc, quand on ne sait pas faire, on étudie la fonction et on essaie de prouver qu'effectivement, grâce aux variations, on a une unique solution, ou deux solutions, ou trois solutions, ou quatre solutions. Visiblement, ici, on va en avoir qu'une. Alors, on essaie d'analyser un petit peu ce qui se passe. Alors, on a notre fonction, les images, quand x est très proche de moins 3, les images sont très petites, sont en tout cas négatives. Et ensuite, vous voyez, quand on va arriver en moins 2, on va arriver à une image positive. Alors, cette image, on va la calculer, histoire d'avoir une idée de ce que c'est avec la calculatrice. Mais en tout cas, elle est positive puisque vous voyez, elle est, d'après notre tableau de variation, ici, elle va être supérieure à 1. Donc, l'idée, c'est que on va avoir une limite qui est moins l'infini. On a une image ici qui va être positive. On va avoir une fonction qui est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 3, moins 2. Donc, on va avoir une fonction qui prend toutes les valeurs de l'intervalle moins l'infini, g de moins 2, qui est positif. Donc, du coup, elle prend également la valeur 0. Et donc, elle prend cette valeur 0 en un x qui vaut une valeur alpha. Et puis, sur l'intervalle moins 2, 1, moins 2, moins 1, eh bien, la fonction g n'aura plus jamais d'image égale à 0, puisqu'on voit ici qu'elle est minorée par 1. Alors même mieux que ça, elle a pour minimum 1, puisqu'ici 1 est vraiment l'image de moins 1. Donc voilà, je vais raisonner sur deux intervalles. Sur l'intervalle moins 3, moins 2, je vais prouver qu'il y a une unique solution. Ensuite, je vais raisonner sur l'intervalle moins 2, moins 1, je vais prouver qu'il n'y a pas de solution, puisque le minimum étant 1, eh bien, ça veut dire que toutes les images sont supérieures à 1, donc il n'y a aucune image égale à 0. On y va, c'est parti. Alors, sur moins 3, moins 2, d'abord, g est continue, car elle est dérivable, c'est une condition suffisante pour être continue, et strictement croissante. Ensuite, on va préciser que, la limite en moins 3, la limite quand x tend vers moins 3, eh bien, de g de x, c'est moins l'infini. Et que g de moins 2, alors rien ne vous empêche de calculer une petite valeur approchée pour vous en donner le cœur net, mais que g de moins 2 est positif. Or, eh bien 0 appartient du coup à cet intervalle moins l'infini g de moins 2. Donc, d'après le théorème de la bijection, ou des valeurs intermédiaires, tout dépend comment a noté ça votre professeur, donc d'après le théorème de la bijection, eh bien l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur, on voit plus, je décale, sur moins 3, moins 2. Voilà. Donc, raisonnement sur moins 3, moins 2, une unique solution. Maintenant, je vais reprendre et je vais faire mon raisonnement sur moins 2, moins 1. Et je répète, sur moins 2, moins 1, je vais dire qu'il n'y a pas de solution puisque la fonction a pour minimum 1. Donc, j'efface là et je raisonne. Alors, sur moins 2, moins 1, g a pour minimum 1. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à moins 2, moins 1, eh bien, g de x est supérieur ou égal à 1. Mais 1 est strictement positif. Donc, finalement, ça veut dire que g de x n'est jamais égal à 0. Et que donc, eh bien, l'équation g de x égale 0 n'a pas de solution sur moins 2, moins 1. Donc, sur moins 3, moins 2, il y en a une unique. Sur moins 2, moins 1, il n'y en a pas. Donc, en tout, sur moins 3, moins 1, comme ça m'était demandé, eh bien, il y en a une unique. Donc, je vais effacer ça histoire d'écrire la conclusion. On va dire, donc,
je mets un grand donc, hein, on est en train de conclure sur les deux intervalles d'avant, sur moins 3, moins 1, g de x égale 0, donc l'équation a une unique solution. Donc on peut noter alpha. Et ensuite on nous demandait un encadrement à 10-3 de cette solution alpha. Donc on va utiliser notre calculatrice et pour faire notre encadrement, hein, hop, donc c'est quoi? Oui, c'est un encadrement d'amplitude 10-3. On va les repérer dans notre calculatrice. On va calculer pour x des images g de x. On fait ça. Donc je prends ma calculatrice, hein, je rentre dans ma calculatrice l'expression de ma fonction. Alors là, elle s'appelle f, hein, mais bon, bien sûr, vous savez que vous, elle s'appelle g pour vous. Voilà. Et une fois que je fais ça, je vais aller demander à afficher le tableur. Voilà. Et donc là, déjà, ça peut m'aider à trouver quelque chose. Alors, sauf que, eh bien, moi, je veux faire mon tableur entre moins 3 et, entre moins 3 et moins 2, puisque je sais que ma solution, elle se situe entre moins 3 et moins 2. Donc, je vais aller dans régler l'intervalle et je vais demander de faire un intervalle qui va de moins 3. Alors, très certainement, hein, qu'on va me dire qu'il y a une erreur en moins 3. C'est pas bien grave. Normalement, ça ne devrait pas stopper la calculatrice. Sinon, on change jusqu'à, du coup, on a dit moins 2. Et donc, on va faire un pas de 0,1 en 0,1 pour commencer. Et donc, voilà, on a notre tableau. Donc, voilà, on nous dit un indéfini en moins 3. C'est normal, c'est une valeur interdite. Et ensuite, eh bien, je prends mon stylo pour montrer à l'écran. Et bien ensuite, on voit qu'en moins 2,9, l'image est négative. En moins 2,8, l'image est positive. Et après, les images sont toutes positives. Effectivement, la fonction était croissante sur l'intervalle moins 3, moins 2. Donc, ça veut dire que ici, les images sont passées par 0 entre l'abscisse moins 2,9 et moins 2,8. Donc, eh bien, on retourne sur régler l'intervalle. Si j'y arrive, hop. Et donc, on a vu que c'était entre moins 2,9 et moins 2,8. Eh bien, donc, on démarre à moins 2,9. On finit à moins 2,8. Voilà. Et ici, on va demander un pas de 0,01. On améliore un petit peu et on valide. Et donc ici, on se rend compte que là, on a des images négatives. Là aussi, là, c'est devenu positif. Donc, l'image qui vaut 0 a un antécédent entre moins 2,89 et moins 2,88. Donc, on fait un dernier tableau en allant voir à 3 chiffres après la virgule pour avoir la précision demandée. Donc, alors je me souviens plus ce que je vous ai dit. Donc, on a dit entre moins 2,89 et moins 2,88. OK. Donc, on retourne voir. Moins 2,89 et moins 2,88. Moins 2,88. On valide. On va avec une précision de 3 chiffres après la virgule. Et là, on se rend compte que c'est entre moins 2,889 et moins 2,888. Donc, on va recopier le petit bout de tableau qui est là pour justifier notre réponse. Alors, un jour de bac, hein, quand vous mettez directement l'intervalle, en général, vous avez tous les points, mais c'est mieux si vous voulez gagner la sympathie du correcteur, hein, qui voit que vous avez fait un tableau de valeur, que vous avez utilisé cette fameuse méthode de balayage, que vous n'avez pas juste pris sur votre calculatrice l'option qui vous donne un arrondi de la racine de la fonction. Voilà. Donc, du coup, on a dit moins 2,889 et moins 2,888. On précise que pour le premier, l'image, c'était moins 0,0024 à peu près. Hein, et pour le deuxième, 0,0056. Et donc, on précise que alpha est finalement compris entre moins 2,889 et
moins 2,888. Voilà pour cette question 2B. On avance. On arrive à la question 3. Donc la question 3, c'est dans la suite de l'exercice, on considère la suite V, définie pour tout n appartenant à grand N, par Vn est égal à Ln de 0,5 un plus 1,5. En utilisant la formule donnée à la question 1a, donc question 1a, hein, c'était celle-là, hein, la formule explicite de la suite U, eh bien, on nous demande, en utilisant cette formule-là, eh bien, démontrer que la suite V est arithmétique de raison Ln de 0,9. Alors, premier point, comment est-ce qu'on démontre qu'une suite est arithmétique? Donc, il y a deux possibilités, hein. En fait, attention, dans cet exercice, ce n'est pas géométrique. Dans les exercices classiques, c'est souvent géométrique. Là, c'est arithmétique. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, alors, on peut reprendre la définition par récurrence d'une suite arithmétique. C'est que un plus 1 est égal au terme précédent plus toujours le même nombre, la raison. Donc, si vous arrivez à montrer que un plus 1 pour tout n appartenant à grand N, c'est toujours égal à un plus un nombre réel R, ça veut dire que la suite est arithmétique. Vous pouvez également montrer, du coup, hein, eh bien, que un plus 1 moins un est égal à une constante R. Vous voyez, c'est la même chose, hein, on a transposé un. Si vous arrivez à prouver ça, c'est donc également que la suite est arithmétique. Alors, si je me lance dans la méthode Vn plus 1 moins Vn, je vais donc obtenir la chose suivante. Donc le but, c'est que d'arriver à la fin à la constante, hein, donc à Ln de 0,9. Je vais remplacer Vn plus 1 par la seule chose que je connais sur la suite V, c'est que donc Vn plus 1 est égal à Ln de 0,5 un plus 1 plus 1,5. Donc Vn plus 1, c'est Ln de, on a dit 0,5 un plus 1 plus 1,5. Et à ça, on va retirer du coup Vn, hein, qui, grâce à la même formule, est égal à Ln de 0,5 un plus 1,5. Bon. Une fois que j'ai fait ça, alors j'oublie pas que dans l'énoncé, hein, on m'a bien signalé en utilisant la formule de la question 1a. Donc je reviens voir ce que c'est que la formule de la question 1a. C'est un égale 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Donc je vais essayer de me servir de ça. Et puis je verrai bien si j'arrive à conclure ou pas. Donc c'est la formule explicite pour un. Donc je vais du coup transformer un plus 1 grâce à la formule explicite. Donc on vient de dire que c'était 2 fois 0,9 à la puissance n plus 1 moins 3 plus 1,5 moins ln de 0,5 fois 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3 plus 1,5. Bon voilà, pour l'instant je ne vois pas trop où on veut en venir, hein. Je sais qu'à la fin, normalement, si la suite est bien arithmétique, ça doit me donner la fameuse raison, donc le ln de 0,9. Bon, on se lance dans les calculs. Donc j'ai ln de donc 0,5 fois 2 fois 0,9 puissance n plus 1. Donc je peux effectuer 0,5 fois 2, ça va me donner du coup 1, et donc 0,5 fois 2 fois 0,9 puissance n plus 1, ça va me donner 0,9 puissance n plus 1, puisque 0,5 fois 2, ça fait 1. Ensuite, moins 0,5 fois 3, ce qui fait moins 1,5, plus 1,5, ok, moins ln de 0,5 fois 2 fois 0,9 puissance n, hein, donc j'ai trois nombres qui se multiplient, je peux choisir de faire les multiplications des deux premiers d'abord, donc 0,5 fois 2, ça fait 1, donc 1 fois 0,9 puissance n, ça fait 0,9 puissance n, moins 0,5 fois 3, donc 1,5, plus 1,5. Ah, ça tombe bien, il y a des choses qui commencent à se simplifier. On obtient donc ln de 0,9 puissance n plus 1, moins 1,5 plus 1,5, ça s'annule, moins ln de 0,9 puissance n, et là on a encore moins 1,5 plus 1,5 qui s'annule. Donc on arrive à ça.
Pourquoi est-ce que ça vaut ln de 0,9? Parce que je vous rappelle, on veut que ce soit la constante ici, la raison qu'on nous a indiquée dans l'énoncé. Alors, on se rappelle, toujours la même petite astuce, 0,9 puissance n plus 1, en fait, c'est 0,9 puissance n fois 0,9. Donc, en fait, on peut écrire ça comme étant ln de 0,9 puissance n fois 0,9 moins ln de 0,9 à la puissance n. Alors là, je vous explique la manière de voir avec la multiplication. Il y en a qui auraient dit, quand je soustrais deux logarithmes, en fait, ça fait le logarithme du quotient des deux, et ça marche aussi très bien. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Quand j'ai une multiplication dans le logarithme, et que les deux nombres multipliés sont bien positifs, je peux découper, donc ça me donne 0,9 puissance n plus ln de 0,9 moins ln de 0,9 à la puissance n. Et là, je m'aperçois que ln de 0,9 puissance n, s'annule. Il me reste donc que ln de 0,9. J'ai donc prouvé que Vn plus 1 moins Vn était toujours égal à ln de 0,9. Et donc, ça veut dire que la suite est arithmétique de raison ln de 0,9. Voilà, petite phrase de conclusion, on est content. Alors, on ne nous a pas demandé de calculer le premier terme, on en aura certainement besoin pour plus tard, mais si on ne nous l'a pas demandé, voilà, on n'est pas obligé de le fournir à cette question-là. On passe à la question 3b. Alors, la question 3b, c'est soit n un entier naturel, démontrer que un est égal à Vn, si et seulement si, g de un est égal à 0. Alors, on me demande de démontrer en fait qu'il y a une équivalence entre un égale Vn et g de un égale 0, et que, pour n'importe quel entier naturel. Bon, dans une question comme ça, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'écrire un petit peu, de détailler les choses. Qu'est-ce que c'est que ça si je l'écris avec ce que j'ai déjà dans l'énoncé? Qu'est-ce que c'est ça si je l'écris avec ce que j'ai déjà dans l'énoncé? Alors, un égale Vn. Je vous rappelle que Vn est défini en fonction de un. Donc, un égale Vn. Là, je suis sur mon brouillon. un égale Vn, ça veut dire que un est égal à Vn. Je reprends sa définition que vous avez dans votre énoncé. C'est ln de 0,5 un plus 1,5. Bon, donc en fait, un égale Vn, ça veut dire ça. Et g de un égale 0. G, je vous rappelle, vous l'avez aussi dans votre énoncé. G, c'était la fonction qui avait pour expression ln de 0,5x plus 1,5 moins x. Donc, je vous rappelle, g de x. Tout ça, c'est du brouillon. Pour l'instant, on est juste en train de réfléchir. ln de 0,5x plus 1,5 moins x. Et donc, si c'est g de un qu'on regarde, g de un, donc je remplace x par de un, donc ça fait ln de 0,5 un plus 1,5 moins un. Alors, est-ce que ça, c'est équivalent à ça? Ah oui, on s'aperçoit qu'en transposant un ici, finalement, on arrive à deux équations qui sont exactement les mêmes. Donc, il va falloir dire ça. Voilà. Donc, comment je vais faire, moi? Je vais dire un égale Vn est équivalent à ça, qui est équivalent à ça, et g de un égale 0 est équivalent à ça. Donc, finalement, on a ça qui est équivalent à ça, qui est équivalent à ça, qui est équivalent à ça. Et je vais m'en sortir de cette manière-là. C'est parti. Donc, soit n appartenant à grand N, un égale Vn, c'est équivalent à dire que un égale à, donc Vn, on a dit que c'était ln de, Vn, c'est ln de 0,5 un plus 1,5. Et donc, ce qui est équivalent à 0 égale ln de 0,5 un plus 1,5 moins un. Et ça, on s'aperçoit qu'ici, on a exactement g de x avec les x qui sont remplacés par des un. Donc, c'est équivalent à dire que 0 est égal à g de un. Voilà. Donc, vous pouvez écrire ça. Ça ne pose aucun souci. On peut passer à la question 3c. Alors quand même, juste avant, peut-être qu'on a un petit quelque chose à dire. Cette expression-là, on peut bien l'appeler g de un
parce qu'on sait que alors la fonction g n'existe que sur moins 3, moins 1, je vous rappelle. Bon. Cela dit, donc j'ai droit d'écrire g de un que si un, je me suis assuré qu'il était bien entre moins 3 et moins 1, sur l'intervalle moins 3, moins 1. Donc effectivement, ici, je pourrais peut-être préciser car un appartient à l'intervalle moins 3, moins 1, ce qui fait que cette expression-là, j'ai le droit de l'appeler g de un. Voilà. Parce que g n'a été défini que sur moins 3, moins 1. Donc si un n'était pas sur moins 3, moins 1, cette expression-là pourrait très bien exister, hein, mais elle ne s'appellerait pas g. Donc pour écrire g de un, je dois m'assurer quand même que un est entre moins 3 et moins 1, donc je vais écrire une petite phrase là-dessus. Voilà, je le signale comme ça. Alors clairement, un jour de baccalauréat, hein, je ne pense pas que le fait de préciser ça, de ne pas préciser ça retire des points. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Déjà, si vous arrivez à faire tout ça, vous avez bien sûr tous les points. On passe à la question 3C cette fois-ci, réellement. Donc question 3C. Question 3C, c'est démontrer qu'il n'existe aucun rang K appartenant à grand N tel que UK est égal à alpha. Alors voilà, je vous présente une solution. Je ne sais pas si c'est forcément celle qui est attendue, mais en tout cas, elle aura le mérite de fonctionner. Donc, d'après la question 2b, on a un encadrement de alpha. Voilà, on sait que alpha est entre moins 2,889 et moins 2,888. Du coup, mon but, ça va être de prouver que comme alpha est compris entre ces deux valeurs, eh bien, ça va être de prouver que ces valeurs, eh bien, en fait, je n'ai pas de terme de la suite dans cet intervalle, moins 2,889 et moins 2,888. Alors, comment le prouver? Eh bien, je vais prouver que le terme qui est le terme de la suite U, qui est juste au-dessus de moins 2,888, eh bien, c'est un terme qui va être numéroté. Alors, je dis n'importe quoi, hein, par exemple, U8. Donc, la suite est décroissante, hein, je vous rappelle. Donc, si j'arrive à prouver que, par exemple, ce nombre-là est plus petit qu'un terme, je dis 8, mais ce ne sera pas 8. Hein. Et que ça, donc la suite est décroissante, donc le terme d'après est plus petit et qu'il est le terme qui est juste en dessous, U9, eh bien, il est en dessous de moins 2,889. Eh bien, comme entre deux termes consécutifs, il n'y a pas d'autre terme, ça voudra dire que alpha est intouchable, entre guillemets. Donc voilà, mon but, ça va être de déterminer ça. Ça va être de déterminer le terme de la suite qui est juste supérieur à moins 2,888, de déterminer le terme de la suite qui est juste inférieur à moins 2,889, et je vais prouver qu'en fait, eh bien, c'est des termes qui sont consécutifs et que donc il n'y a personne entre les deux pour venir chercher le alpha. Et dans ce cas-là, eh bien, il n'y aura pas de rang pour lequel le terme de la suite est égal à alpha. Donc, première chose, je vais me demander ça. Hein, quel est le plus grand cas tel que UK est encore supérieur à moins 2,888. Et ensuite, je vais me demander quel est le plus petit K' tel que UK' est inférieur à moins 2,889. Et on croise les doigts pour tomber sur des rangs qui sont consécutifs. Donc voilà, j'écris ma première inéquation ici. Celle-là, je la garde dans ma tête. Je vais la faire juste après. Alors, ici, cette inéquation est équivalente à moins 2,888. Qu'est-ce que c'est? Donc, inférieur ou égal à UK. UK, c'est égal à 2 fois 0,9 à la puissance K moins 3. Donc, je vais essayer de résoudre. Hein, je vais essayer de trouver le K qui est ici. Donc, ça, je me le note quelque part. Comme quoi, il faut que je le regarde. Et donc, c'est équivalent à dire que moins 2,888 plus 3 doit être supérieur ou égal à 2 fois 0,9 à la puissance K. Ce qui est équivalent à, du coup, moins 2,888 plus 3, ça nous donne 0,112. C'est bien ça. Tac, tac, tac. Oui. Donc, on a ça supérieur ou égal à 2 fois 0,9 à la puissance K. Ce qui est donc équivalent à dire que je divise par 2. Hein.
Donc, ça fait 0,112 divisé par 2. Et ici, on a 0,9 à la puissance k. Du coup, bien, je vais pouvoir appliquer le logarithme népérien aux deux côtés de mon inégalité, puisque je suis sur des nombres qui sont strictement positifs. Donc, je peux appliquer le logarithme népérien. Donc ici, ça donne ln de tout ça. Alors, tout ça, ça fait 0,056, hein, la moitié de 0,112. C'est 0,056. Et ici, j'obtiens ln de 0,9 à la puissance k. Et vous savez, quand il y a une puissance k dans un logarithme, eh bien, elle va passer devant le ln. Donc finalement, on se retrouve avec ça. On précise car ln est strictement croissante sur R plus étoile. Et donc, c'est équivalent à dire que K va être inférieur, doit être inférieur à... donc on divise par un nombre négatif, hein, donc on change ici le sens, doit être inférieur à ln de 0,056 sur, eh bien, ln de 0,9. Alors, il se trouve que ce nombre, si on le calcule à la calculatrice, hein, on va en donner une valeur approchée. Ce nombre, il vaut à peu près 27,36. Bon, donc ça veut dire que pour avoir un UK supérieur à moins 2,888, il faut avoir un K inférieur à 27,36, c'est-à-dire au maximum, il faut que K soit égal à 27 pour que UK soit inférieur à moins 2,888. Donc ça, on va se l'écrire. Donc voilà, petite conclusion intermédiaire, hein, le plus grand indice K, tel que moins 2,888 est inférieur ou égal à UK, dans notre suite, hein, c'est 27. Ça veut dire qu'après 27, par exemple 28, eh bien c'est inférieur. Donc on espère, donc après 28, donc ça veut dire que U28 est inférieur à moins 2,88, mais nous ce qu'on espère c'est qu'U28 il aille taper derrière ici. Voilà. Donc, deux possibilités. Soit on résout l'inéquation comme j'ai dit tout à l'heure. UK, UK' plus petit que moins 2,889, ce qui peut être un petit peu long. Soit tout simplement, eh bien, on calcule, puisque maintenant on a une idée, on calcule U28 et on regarde si on arrive déjà en dessous. Si oui, c'est réglé, ça veut dire que alpha ne sera pas atteint. Donc je vous propose de faire ça. Tout à l'heure, je vous disais résoudre l'inéquation, on pourrait le faire, mais vous voyez, ça nous demande pas mal d'étapes. Peut-être qu'on peut juste simplement calculer U28, puisqu'on a la formule explicite de la suite U qui nous permet de faire ce calcul. Donc on va faire ça rapidement. Donc je vous rappelle que la formule, c'est U28 égale 2 fois 0,9 à la puissance du coup 28 moins 3. Alors ça, on va taper ça à la calculatrice et on va en donner une valeur arrondie en donnant suffisamment de chiffres pour que ça nous montre qu'on est inférieur à moins 2,889. Alors voilà, je l'ai fait pour vous. Donc si on met 2 fois 0,9 puissance 28 moins 3, eh bien on trouve une valeur approchée qui est de moins 2,895. Et donc moins 2,895, c'est bien plus petit ici. Donc alpha ne sera jamais atteint. Donc ici, je vais mettre moins 2,895. Donc on sait qu'on a une suite qui est strictement décroissante. Ça veut dire qu'en gros, une fois qu'on a passé alpha, on ne reviendra plus jamais dessus. Donc ici, on a trouvé qu'on serait en dessous... on serait au-dessus de moins 2,888 pour tous les indices qui sont inférieurs à 27 et qu'à partir de 28, du coup, on serait toujours en dessous ici puisqu'on a une suite qui est décroissante. Alors, on va repréciser un petit peu tout ça dans notre phrase de conclusion. Donc, conclusion, on a une suite U qui est décroissante, même strictement décroissante. Et ensuite, on a un terme U27 qui est plus grand que alpha, qui est plus grand qu'un terme U28. Donc ça veut dire que alpha ne sera jamais atteint, puisque pour tous les rangs inférieurs à 27, on est plus grand que 27, et pour tous les rangs supérieurs à 28, on est plus petit que 28. Donc l'argument décroissant, il est là pour expliquer ça.
que pour tous les rangs après 28, on est en dessous, pour tous les rangs avant 27, on est au-dessus. Donc finalement, il n'existe pas d'indice K tel que UK égale alpha. Donc voilà, petite phrase de conclusion. Donc ça, c'est un raisonnement hein, qui doit être accepté. Alors là, ici, on a démontré proprement que c'était 27. Hein. Si jamais vous utilisez votre calculatrice un jour de baccalauréat et que vous dites, voilà, la calculatrice U27, ça vaut tant, U28, ça vaut tant, et du coup, alpha, et donc du coup, U27 est par là, U28 est par là, et que la suite est décroissante, normalement, ça passe aussi. Bon, voilà. Ici, c'est fait rigoureusement. Alors, il y a peut-être une autre solution, hein. A priori, moi, c'est ça qui me viendrait à l'esprit. On passe à la dernière question. Donc, en déduire qu'il n'existe aucun rang K tel que VK égale UK. Alors, je vais vous montrer qu'il n'existe aucun rang K tel que tel que VK égale UK. Alors, je me rappelle ce que j'ai démontré dans la question 3B. Alors, d'après la question 3B, j'ai montré que pour tout K appartenant à N, eh bien, UK égale VK si et seulement si G de UK égale 0. Alors, dans la question 3B, c'était fait avec des indices N, mais c'est exactement la même chose. Donc, moi, je veux montrer qu'il n'existe pas de K tel qu'il y ait égalité entre U et V. Donc, pour montrer que ça, c'est impossible, je vais montrer que ça, c'est impossible. Pourquoi ça, c'est impossible? Parce que je dire que G de UK est égal à 0, sachant que UK est une suite qui prend ses valeurs entre moins 3 et moins 1, et que la fonction G ne s'annule que en alpha sur l'intervalle moins 3, moins 1, eh bien, ça voudrait dire que G de UK égale 0, ça voudrait dire que UK obligatoirement est égal à alpha. Or, j'ai montré dans la question 3C que UK n'était jamais été égal à alpha. Donc, si UK n'est jamais égal à alpha, eh bien, G de UK ne peut jamais être égal à 0. Et donc, UK ne peut jamais être égal à VK. On rédige ça. Donc, or, pour tout K appartenant à grand N, UK est sur l'intervalle moins 3 ouvert, moins 1 fermé. Et UK est toujours différent de alpha. De plus, G ne s'annule qu'en alpha sur moins 3, moins 1. Donc, ça veut dire que G de UK est forcément différent de 0. Et si G de UK est différent de 0, eh bien, c'est équivalent à dire que UK va être différent de VK. Voilà, on en a fini de cet exercice. Alors, comme je vous avais prévenu, hein, pas si simple. Des interprétations à la fin, il faut avoir les idées un petit peu claires, bon, surtout en fin de sujet de bac, hein, quand on arrive à la fin de l'épreuve. Enfin bon, voilà. N'hésitez pas à vous entraîner, tout ça. Il y a plein d'exercices sur le site, allez voir, trouvez ce qu'il vous faut et soyez les meilleurs possibles. À bientôt.